Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous reconnecter avec vos sources, avec nos sources, avec la biosphère, celle qui nous abrite et dans laquelle nous vivons. Alors j'imagine que vous êtes à peu près tous au fait de la pression écologique que nous sommes en train de subir actuellement, à coup de COP 21 et traité sur la biodiversité. Ce concept et cette conscience écologique est mine de rien assez récente. À titre d'exemple, le mot biodiversité est apparu à la fin des années 80. Moi, je suis né en 94. À cette époque, on était en train de lentement changer d'idée de perception du vivant, d'exploitation des ressources naturelles vers cette pensée qu'il fallait la préserver, préserver le vivant. Bon, ce concept pour notre génération est bien admis, et maintenant on a un regard presque accusateur vers nos parents à chaque fois qu'on apprend ce que nos prédécesseurs ont pu faire sur l'environnement. Cette pression écologique, beaucoup s'en effraient. Personnellement, je pense que c'est une des plus belles opportunités de notre époque. Tout simplement parce que la pression écologique, c'est le plus grand ennemi commun de l'humanité. Et avec elle s'ensuit une coalition, jamais égalée à l'échelle de la planète. C'est grâce à elle qu'on a, pendant la COP 21 ou même le One Planet Summit, réussi à réunir autant de pays sur la même problématique, le même sujet, autour d'un même projet. Et je ne parle pas uniquement d'États, je parle aussi d'associations, de mouvements citoyens, d'étudiants qui coopèrent à des échelles internationales. Mais alors, finalement, ce concept assez récent ne date quand même pas d'hier. Et déjà dans les années 70, le Club de Rome, un groupe de scientifiques, avait lancé un message d'alerte en publiant le rapport de Meadows. Ce rapport présentait les limites de notre croissance. Si par exemple on étudie la courbe de l'évolution du modèle Meadows, l'évolution de la population n'a pas été démentie depuis les années 70 et on est exactement en train de suivre le même modèle. On n'a pas infléchi cette courbe, ça paraît logique. Cependant, il parle aussi des ressources. La consommation des ressources disponibles avait été prédite et n'a pas été démentie. On n'a pas réussi à changer notre modèle. Et si on n'arrive pas à changer drastiquement notre consommation des ressources, le modèle prédit une chute de notre système. Une chute du système de notre expansion, de notre évolution. Mais cette courbe n'est pas unique en ce genre. Toutes les espèces qui un jour envahissent leur écosystème et mettent une pression écologique sur leur système affrontent ce genre de contre-coup. Une régulation naturelle se fait sentir. Alors pourquoi ? Pourquoi, alors qu'on a ces messages de scientifiques qui nous préviennent et tous ces États et pays qui s'alignent sur la même question, pourquoi n'arrive-t-on pas à faire flancher ces courbes et à changer notre modèle ? Je pense personnellement que le plus gros problème de l'homme, c'est qu'on est immanquablement attiré vers le développement. On a ce besoin de se développer, d'apprendre, de comprendre, d'aller toujours plus loin. Mais alors, quel est le bon modèle ? Si on a ce besoin inhérent de se développer, vers quel modèle doit-on aller ? On est comme tiraillé. On a l'impression d'être dans une impasse. Je ne sais pas vous, mais moi je sors d'une école d'ingénieur et d'un côté, on a envie d'aller vivre au Costa Rica dans une hutte, utiliser son vélo et boire de l'eau de pluie. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Et en même temps, on se dit que Internet, c'est une avancée technologique des plus incroyables, des plus fantastiques, et que l'intelligence artificielle va nous permettre de résoudre tous nos problèmes d'organisation et de société. Donc, finalement, nous, dans nos associations, on a une forme d'enthousiasme. Une forme d'enthousiasme pour le développement et une certaine
on est un peu désespéré et désabusé. On ne sait pas si nos actions, on ne connaît pas la marche à suivre, si nos actions vont avoir un quelconque impact positif pour l'environnement. Et si je vous disais qu'il existe une bibliothèque pleine d'innovations et de solutions qui nous permettent de nous indiquer la bonne voie vers le développement le plus souhaitable, qui nous permettent de joindre les deux bouts, à la fois la haute technologie et le développement durable, la science de pointe et le plaisir de la contemplation du vivant. Si je vous disais qu'il y avait une bibliothèque qui nous permet de changer notre vision du futur, cette vision qui nous bloque, qui nous contraint dans le modèle prévu par Meadows et prédit. Parce que, à vrai dire, actuellement, nos grands héros, c'est le tout numérique et le tout domotique. Alors, quel est le bon modèle? Ce n'est pas de ce genre de bibliothèque dont je parle. Moi, je parle de ce genre de bibliothèque-là. Le vivant. Le vivant et ses 3,8 milliards d'années de R&D. De tests, d'essais, d'erreurs, d'évolution adaptative. De la plus petite algue au plus grand des arbres de nos vieilles forêts. Du champignon dans les racines aux oiseaux multicolores. Nous sommes entourés de génies de la durabilité. Et tous, du plus frêle au plus majestueux, sont le fruit d'une longue évolution, d'un long processus évolutif. Et ont les clés et les secrets pour la durabilité. Il va falloir qu'on se rapproche d'eux. Il va falloir qu'on apprenne de ce vivant et de ces champions de la durabilité. Mais quelle tâche? Regardez autour de vous et demandez-vous qu'est-ce qui est vivant et qui n'a pas été produit par l'homme. Rien que là, aujourd'hui, le vivant ne fait plus du tout partie de notre quotidien. Comment arriver à se reconnecter avec le vivant? C'est avec eux, ces nouveaux héros, qu'il va falloir qu'on va devoir idéaliser. C'est eux, ces nouveaux héros, dont on va devoir devenir les élèves, avec qui on va devoir créer des partenariats, avec qui on va devoir faire des symbioses pour qu'une coopération se fasse et que notre système soit de plus en plus résilient. Cette méthodologie, ça s'appelle le biomimétisme. Cette démarche, c'est innover en s'inspirant du vivant pour innover durablement. Faire du biomimétisme, c'est réaliser qu'un arbre est un vieux sage, qui est un porte-parole de toute l'histoire de ses ancêtres et de ses prédécesseurs. Un message qui nous est arrivé jusqu'à nous et qu'on devrait apprendre à écouter. Imaginez un bâtiment. Un bâtiment avec des fondations aussi larges qu'un arbre. Finalement, assez peu large. Qui peut monter aussi haut. Qui arrive à se régénérer tout seul. Qui arrive à capter l'air du ciel et de la terre et de le traiter. Qui arrive à déployer des mètres carrés de panneaux solaires. Et tout ça, en plus, biodégradable, de manière optimum. Mais un arbre, c'est aussi un écosystème qui abrite de la vie entre ses racines et sous ses feuillages. Un arbre, c'est tout plein de coopérations résilientes dont on pourrait s'inspirer. Mais si maintenant on prend un peu de distance, ça c'est le caillou sur lequel on vit. C'est notre écosystème à nous. Et une pensée systémique et biomimétique nous permet de nous poser les bonnes questions, les justes questions. Si on regarde ce système Terre, le seul espace vivant qu'on connaisse actuellement, où toute la vie vit sur cette croûte, petite croûte de quelques kilomètres dans le sol et quelques kilomètres dans les cieux, quel est le seul intrant énergétique qui rentre dans ce système? Toute l'énergie, on peut observer que toute l'énergie provient du Soleil. C'est l'énergie solaire. Et ensuite, ce n'est qu'échange et flux au sein des organismes vivants. Et une seule chose dans ce système est stockée, c'est le carbone et les hydrocarbures. On est en fait la première et seule espèce à déstocker aussi rapidement et en aussi grande quantité le carbone. Vu comme ça, on peut se poser des questions. Mais on n'est pas les seuls sur cette planète. On a de la chance parce qu'on est
plus de dizaines de millions d'espèces. Et toutes ces espèces détiennent des clés et des secrets pour résoudre nos problèmes actuels. Alors, comment se reconnecter au vivant? Ce vivant qui arrive à allier physique sophistiquée et simplicité d'utilisation. Par exemple, l'albatros. On a découvert récemment que ces deux teintes sur les ailes n'étaient pas anodins. La couleur noire en haut de l'aile permet de capter l'énergie soleil et chauffe, alors que la couleur blanche va réfléchir les rayons et ne va pas autant chauffer. On va avoir presque un gradient de 15 degrés qui peut se créer, ça va lui donner de la portance naturelle. Jolie démonstration de physique, non? Bonne leçon. Si maintenant on veut s'attaquer au bâtiment, à une des plus grosses énergies consommatrices du vivant, de l'espèce humaine, on s'acharne à refroidir ou à réchauffer nos bâtiments sur Terre. Près de 40% de notre consommation énergétique dans les villes proviennent des bâtiments. Et bien on pourrait s'inspirer par exemple des termitières, qui elles sont fraîches au milieu des déserts. Ou alors une autre industrie, l'industrie chimie. L'industrie chimique est l'une des plus consommatrices aussi. Et alors comment arriver à faire du verre à pression et température ambiante? Eh bien comme ces petites diatomées, ces petits organismes au fond de la mer, qui arrivent à faire du verre à température et pression ambiante, nous sommes en train de l'apprendre, grâce à elles, ce secret longtemps caché. Le biomimétisme, c'est une invitation à changer de modèle, à regarder les écosystèmes, à s'en inspirer pour comprendre leurs phénomènes de résilience, à comprendre que toutes les problématiques de gestion d'énergie du vivant sont les mêmes qu'on est en train d'affronter actuellement pour la transition énergétique, que toutes leurs problématiques d'optimisation sont les mêmes qu'on est en train d'affronter. Et ils détiennent déjà plein de solutions. Je vais donc vous inviter à prendre part à cette révolution de la pensée, à prendre part à ce nouveau paradigme de pensée et à vous diriger vers ce nouveau modèle de développement, celui du vivant. Rouvrez-vous à la curiosité du vivant. Ne considérez plus uniquement le vivant comme un phénomène, comme un potentiel d'exploitation des ressources naturelles ou comme une nécessité de préservation, mais faites-en votre partenaire. Faites-en votre partenaire et rouvrez votre curiosité au vivant et posez-vous plus régulièrement la question, comment aurait fait le vivant? Comment fait le vivant? Pourquoi telle forme? Pourquoi telle espèce? Pourquoi est-elle apte plutôt qu'une autre? Pourquoi se mue-t-elle de cette façon? Pourquoi cette forme? Pourquoi s'endort-elle en hiver et se réveille-t-elle en printemps? Qui cohabite avec elle? Qui prend soin d'elle? De qui prend-elle soin? Comment gère-t-elle ses ressources? Tant de questions qui peuvent nous donner tant de réponses incroyables. Je vais donc vous inviter à reprendre le chemin des forêts, le chemin dans les parcs, ou même les muséums d'histoire naturelle. Ces petites rencontres avec les coccinelles sur la table de votre jardin. À le partager avec votre famille et vos enfants et leur présenter ces nouveaux héros, les héros de la durabilité. À leur présenter ces nouveaux maîtres à penser. Et avec eux, à vous amuser à redécouvrir toute la connaissance que peut nous donner le vivant. Et je peux vous assurer qu'en plus d'être intellectuellement riche et fort de nombreuses découvertes, vous allez vite retrouver votre âme d'enfant, émerveillé par le vivant, son génie, sa magie et son incroyable talent. Merci.